vous avez le king crab de Ushuaïa, vous avez le saumon norvégien, et vous avez la plus belle ormeau d'Australie. Tout ça avec des prix importe peu, on paye de toute façon. Quand on voit qu'il s'est vendu, vous avez bien assis là, il s'est vendu à Tsukiji, à ce marché aux poissons, cette année, au mois de janvier 2012. Une femelle de thon, 560 000 euros. Il y a 3 ans que j'ai vécu en 2007 à un thon vendu à 300 000 euros à Port-Vendre. Ça veut dire que l'écologue naïf que je suis, c'était dire de toute façon, l'extraction économique, elle va précéder l'extraction écologique parce qu'ils auront pu les chercher. Non, 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 ils iront pour le dernier à ce prix-là. On est sur des marchés qui sont très très compliqués. Là, c'est le marché des armes, de la prostitution, de la drogue. Hein. Et qui achète les thons au Japon? Ce sont les comment dirais-je, les associations en fait de malfaiteurs, les yakuza, qui achètent les thons. Il y a 100 000 tonnes de thon rouge dans les congélateurs japonais aujourd'hui. Hein. Et les prix montent. Difficile de lutter contre ça, bien sûr. Hein. On vend de tout, il y a des fougous, il y a des coquilles Saint-Jacques, il y a des céréoles, il y a des poissons de fond, c'est quoi des Bérix, il y a des turbos, des king crab, il y a du thon rouge ici. 100 € le kilo, c'est pas rare, effectivement. Ça, le fougou, c'est fabuleux, c'est un poisson incroyable. Si vous consommez un microgramme de gonade de fougou, vous êtes mort. Alors vous avez un type qui passe 4 ans à préparer les fougous pour servir à son japonais. Le fougou sans aucun risque, bien sûr, de consommation pour le client japonais qui va l'acheter. On l'élève maintenant, les fougous. Ça, c'est les pêches mondiales. Qu'est-ce qu'on en fait de ces pêches mondiales? On en fait de la farine, c'est une catastrophe en bleu. On transforme 24 millions de tonnes de poissons frétillants sauvages le matin en farine de poisson évaporée dans le désert de la côte du Chili. Un gaspillage monstrueux, éhonté. On pourrait trouver des bouffées, ces poissons. Chachard, sardines, harengs, anchois, tout ça, pour de la farine pour faire du cochon en Europe, ou pour faire du poulet. Ou maintenant, on met pas à la culture de grenade ou de saumon, bien sûr. Quand on élève des espèces marines carnivores, bien sûr. On fait du congelé, de plus en plus, le surgelé, ça marche pas mal. On fait du fumé salé séché, le saumon que j'évoquais tout à l'heure, de la conserve, et puis du frais. Le frais a beaucoup augmenté, bon c'est bien, manger du poisson frais c'est bien. Alors, mon message ce soir, ça veut dire manger de moins en moins de protéines animales, c'est évident. Hein. 1 kilo de vache produit dans un champ que vous allez consommer, il faut 15 000 litres d'eau pour le produire. Pour faire 1 kilo de vache, il faut qu'elle mange 17 kg d'herbe, il faut des énormes surfaces agricoles. Il y a 7 milliards d'humains, il y a 1 milliard de vaches à la Terre. Donc il y a plus de biomasse de vaches que d'humains. Ça pose d'énormes problèmes. Il faut qu'on mange c'est clair, qu'on mange de moins en moins de viande. C'est que demain, tous les mondiaux, tous les humains veulent manger la viande qu'on mange, c'est foutu, la planète est foutue. Manger moins de viande et aussi moins de poissons, bien entendu, parce qu'on est sur un système où il y en aura. Manger des végétaux, sans dire, voilà, regardez ça, c'est un poisson vivant, c'est du chacha qui frétille, pêché le matin, à 7 h du matin, au large des côtes du Pérou. Le poisson va être broyé, il va être évaporé, il va être travaillé comme du pétrole. On transforme une chair vivante qui est frétille dans l'océan le même jour, le soir. C'est une farine de poisson. Voici le sac ici. Cette farine est destinée exactement et uniquement ici, elle est aquaprime, uniquement à élever des crevettes en Chine. Vous voyez que 550 $ US la tonne de farine. Et un poisson, c'est comme vous et moi, on dit qu'on est fait de flotte. Hein. Donc quand on évapore le produit là-dedans, vous perdez effectivement les 2 tiers qui sont sous forme de vapeur d'eau dans le désert de la côte du Chili ou du Pérou. Là, c'est pas sustainable, ça c'est clair qu'il faut absolument arrêter ça tout de suite. Ça continue, ça continue. La morue, regardez, qui fera des photos de morue comme ça? Il y a eu des morues de 200 kilos. La plus grosse morue au monde ne fait pas 50 aujourd'hui. Les poissons sont différents de vous et moi, ils grandissent toute leur vie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le corollaire est terrible. Quand on le prononce, ils ne vivent pas assez vieux pour grandir. Et c'est ça, au niveau de la planète, il n'y a pas le coin, il reste. Tous les océans sont complètement surpêchés aujourd'hui. Et ça, c'est un problème dramatique, bien entendu. Des gros navires océaniques qui vont au large. Hein. Les seigneurs océaniques nous ont en Méditerranée, sur 10 ans, ont épuisé 80% des thons. C'est pas le petit pêcheur. Je ne suis pas un anti-pêche du tout, hein, l'artisanal. Hein. Je suis un anti-pêche stupide, je ne suis pas anti-chasse. Je suis anti-chasse stupide, bien sûr. On voit la ressource partir. Quand on voit le prix de ces animaux-là, les types, ils se gagnent de l'or. Un seigneur océanique à Port-Vendre, c'est 4 millions d'euros le bateau. Vous me direz, pour une petite entreprise PME, bon, ça fait un peu d'argent. 4 millions, ils appellent ça mettre à terre, ils mettent le bateau à terre en 2 ans, même sur les aides européennes qu'on a arrêtées en 2006. En 2006, l'Europe payait tout. On payait le bateau, le gazole était détaxé, et on détruisait la diversité biologique. Alors maintenant, on va arrêter, mais il reste encore beaucoup de taxes délétères à la diversité biologique. Il y a eu un rapport fait là-dessus, c'est assez catastrophique. On paye
l'Europe et la France à des choses qui sont extrêmement catastrophiques sur l'environnement. Vous voyez, avec nos deniers à nous, il y a des vrais débats. On va renégocier la PAC, d'après la commune dans quelques semaines, on va renégocier la politique commune des pêches. We go to the wall, ça c'était dit depuis longtemps, il faut absolument qu'on change ça. Regardez ici les thons rouges en Méditerranée. Voilà le calcul historique de thon pendant 50 ans, c'était comme ça, c'est la ligne pointillée rouge. Et brusquement, tout pareil, quand les Japonais ont commencé à envoyer des sashimi partout, vous savez, ils s'ouvrent à Paris un restaurant japonais par jour, en ce moment. Ils se ferment un chinois par jour, c'est le même, dès qu'on a les yeux comme ça, c'est pareil. C'est pas la même bouffe pourtant, ça c'est clair. Toujours est-il que ça marche. Il y a partout des gens qui font des sushis, Donc c'est parti, et là effectivement, on a des prix qui se sont envolés. Ça c'est donc les pêches légales, en bleu foncé, ce qu'on devrait pêcher, et ça c'est les pêches réelles, ça. Tout le monde s'en fout. On met un quota, en 2007, le quota était à 29 000 tonnes. Et ils ont débarqué en France, je parle, 63 000 tonnes. Et puis, ils en connaissent très bien. Quand vous allez, vous y allez. Il n'y a pas de contrôle, c'est mal fait, et c'est que du poker vendeur, de toute façon. Alors les ministres ont dit 15 000, nous, les scientifiques, 15 000 tonnes, pas plus. Le ministre dit attention, le scientifique, c'est l'ami des poissons. Moi, je suis l'ami des pêcheurs, ça commence bien. Comme communication, ça te dit à Copenhague, ça. Bon, c'est très difficile à remonter, des choses comme ça, bien sûr. Il dit donc que lui est 30 000 et on en pêche 60 000. Voilà, on a marqué des thons dans le golfe du Mexique parce que les pêcheurs de bois américains qui pêchent, il n'y a pas de bateaux américains qui font du thon comme on fait en France. C'est des gens qui pêchent ça en gros, se plaignent, leur thon, il n'y a plus de thon. Ils accusent les gens en Méditerranée de capturer leur thon. C'était pas possible. Si, on a mis des balises à sur les thons, ils traversent l'océan Atlantique et ils viennent grandir en Méditerranée. Et le thon est capturé ici en Sicile alors qu'il arrive du golfe du Mexique. C'est des très gros poissons, très puissants, qui traversent facilement l'océan. Donc la question est effectivement, dès que l'espèce est avion, en fait on peut pêcher des petits poissons qui poussent très vite et qui vivent pas longtemps. C'est difficile à éteindre. Mais dès que vous avez des gros animaux qui vivent longtemps et qui grandissent lentement, c'est pas des baleines sont le plus bel exemple qu'on puisse imaginer. Maman baleine, elle va porter son bébé pendant 15 mois. 15 mois, elle est enceinte. Ensuite, elle va mettre un bébé au monde et ça vit 60 ans. Ça, c'est pas des stocks de pêche, bien entendu. Les poissons, maintenant, vous allez pouvoir vous servir des poissons des grands fonds, puisqu'on a tout ratiboisé sur la côte. Maintenant, les pêcheurs ont demandé, on allonge les algues de chalut, et la France va permettre, j'ai parlé encore avec les ministres toujours, on s'est engueulé, on va permettre effectivement de pêcher à 1200 mètres, à 1500 mètres. On pêche des langoustines comme ça, elles ont 30 ans. Ah, ça va marcher, on a une décision au début, puis ça va disparaître dans quelques mois. L'empereur, ce poisson que vous trouvez sur les tables de poissonniers, il est tellement laid au niveau de sa tête qu'on coupe la tête. Sinon, on ne va pas l'acheter. Vous avez un beau filet blanc, première maturation sexuelle, 32 ans. C'est pas des stocks de pêche. Ils vivent en eau froide, dans l'eau noire tout le temps. Un coup de chalut sur des coraux profonds, et vous détruisez 1000 ans en 5 minutes de grandissement d'un écosystème. Pour fournir un produit, on n'a pas besoin qu'on mange des patates, c'est très bien. Donc c'est vraiment des questions qui sont importantes. Évidemment, il faut sauver les pêcheurs parce qu'on a tout le plus haut de la côte, donc maintenant on leur dit écoutez, pour des questions sociales, on va pêcher plus loin et plus profond. C'est une catastrophe. Et la France, avec l'Espagne, sont les deux au niveau de l'Europe qui sont mis vraiment à l'encontre. Mais ils continuent à vouloir faire comment dirais-je, à faire de la pêche profonde. Regardez, c'est les Magragues en Méditerranée. Partout où il y avait des filets fixes, les stocks de thon se sont effondrés. La Sicile, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, tout ça disparaît. Alors, l'agriculture est-elle un remède à la fin de la pêche? Question qui est posée. Quelle agriculture? C'est vrai que les pêches mondiales, voilà, elles stagnent complètement, l'agriculture s'envole, ça c'est vrai, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on cultive? Des algues, des crevettes, ça c'est le golfe de Guayaquil en Équateur, des huîtres plates ici en Corse, des crevettes ici japonaises en élevage au Japon, et ici des tilapias à la Martinique. Donc on peut élever des algues, des mollusques, des crustacés ou des poissons. Et vous allez voir que l'analyse est très liée aux espèces qu'on va élever. L'agriculture peut effectivement, non pas être un remplacement de la pêche, mais un complément intéressant. Mais quelle agriculture? Surtout pas celle de poissons carnivores. Si je produis du saumon, ou du turbo, ou de loup, ou de lac, ou de mer, en gros, si je le nourris avec un granulé, il faut 3-5 kg de poissons sauvages pêchés pour faire 1 kg d'animal gagné en masse. Si je le nourris avec du poisson frais, 8 kg, 12 kg de poissons pour lui faire gagner effectivement, et en lieu de la farine de poisson, des aliments, bien sûr, que l'on élabore. L'avenir n'est pas là. Regardez ça, c'est la basse Californie, ce que les creveticulteurs ils ont enlevé de montagne, on a fait des fermes à crevettes. Alors, l'impact sur les paysages, c'est pas triste, ça c'est clair. Alors les algues, moi je dirais contre les algues, c'est pas inintéressant du tout. Il y a des millions de gens, ça c'est en Indonésie, qui vivent de culture d'algues.
On voit les combines de plongée, elles sont assez frustres quand même, bien sûr. Hein. Et c'est une population qui cultive des algues, soit au fond, ici, ça c'est au Kema, c'est aux Philippines ou bien ici à Sulawesi, ça c'est au Japon et en Corée, où là on produit de l'algue en surface. 1 million de tonnes de volume sec, de poids sec de nori, c'est ce que vous mangez quand vous allez au restaurant japonais. Hein. Ça fait à la fois la salade et l'assiette, vous mangez tout, hein, bien sûr. Hein. C'est la feuille noire que vous avez autour du riz, avec vos poissons dans les sashimi, sushis et les rolls là. On fait des mollusques. Alors regardez ici, les huîtres, il n'y a pratiquement plus d'animaux sauvages, c'est que des animaux d'élevage. Les moules, c'est pareil. La Saint-Jacques a beaucoup explosé en élevage. Les ballons ont explosé en élevage. Aujourd'hui, finalement, quand vous mangez des huîtres, elles sont très rarement sauvages. Les moules aussi, les coquilles aussi, et les ballons aussi. Elles viennent d'élevage aujourd'hui. Ça, c'est des élevages de moules ici en pays catalan, au sud de Barcelone. Là, vous avez des moules, justement, catalanes. Là, ce sont des moules françaises dans la baie du Mont-Saint-Michel. Des élevages d'huîtres en France, dans la région de Marais-dans-les-Ronds, et ici des plaques ici en Corse, au sud de Bastia. Donc, effectivement, les mollusques, c'est intéressant. Le problème des mollusques, c'est que vous ne mangez pas. Amusez-vous un jour à peser ce que vous mangez quand vous achetez des coquilles, des huîtres de polygon. Vous en mangez quelques pourcents. La coquille Saint-Jacques, vous achetez vivante entière dans la coquille, vous jetez le manteau, vous jetez la coquille, mais vous ne le faites pas, évidemment. Hein. Vous mangez la noix, quelquefois vous mangez aussi la grenade, hein, la partie rouge ou rose, là, ou beige. Vous mangez 8% des produits que vous avez payés. C'est pas cher, 20 € le kilo, vous en bouffez que 8%. Donc, bien évidemment, le mollusque, c'est pas ça qui va résoudre les problèmes de faim dans le monde, c'est clair. Mais c'est pas inintéressant parce qu'ils vivent, bien sûr, sur la lumière du soleil et sur le ponton de l'eau. Mais ils sont extrêmement sensibles à la condition. Après, attention, la moule ne mange jamais de moule crue. Très dangereux. Les crevettes, ça a démarré il y a une vingtaine d'années, ça explose. Hein. Et quelles crevettes, hein, c'est vraiment comme une langouste, ici on est aux Philippines, en Équateur, en Chine, c'est parti. D'énormes problèmes de destruction de la mangrove littorale par les élevages de crevettes. Les poissons, alors quels poissons carnivores? C'est les poissons marins carnivores, le loup, le turbo, la sole, la dorade, aujourd'hui sont partis en Corse, en Grèce, en Espagne, au Japon, en Chine. Mais là aussi, il faut de la farine de poisson pour les produire, ça pose problème. Donc le défi scientifique a été lancé, l'INRA a beaucoup travaillé là-dessus. Aujourd'hui, on est capable de faire une truite uniquement sur du petit pois et du pain. Donc en fait, on fait la garde de la vache folle. Les vaches herbivores qui ont donné de la farine animale à manger, là on donne des végétaux à manger des poissons, ça marche bien. Hein, et on fait du poisson carnivore avec des farines végétales. Le ranching est intéressant. L'avenir des poissons, c'est pour moi, c'est des poissons omnivores. Hein, ça va être les muges, les carpes en Chine, bien entendu. Hein, où là, vous devez un peu tout ce que vous avez sur la main à manger. En Égypte, 1 million de tonnes de tilapia sur moins de 10 ans. Hein. Tout l'État de l'île, maintenant, est couvert de fermes d'élevage. La Turquie, pour l'Europe, bien sûr, en Chine, la Chine produit en culture à peu près 35 fois la pêche française en culture. Hein. Donc c'est vrai que c'est une énorme culture chinoise hein, de l'aquaculture. Les Chinois inventent l'aquaculture il y a 4000 ans. Les Chinois aujourd'hui ont une industrie extraordinaire. En 2 ans, numéro 1 pour la crevette, numéro 1 pour la coquille Saint-Jacques, numéro 1 pour la palourde, numéro 1 pour les loups, donc pour la crevette. Hein. La crevette chinoise est malade, casse la canne, on la balance et on amène une crevette du Mexique et ça repart avec la mexicaine. Aucune préoccupation environnementale. Le coût environnemental du gouvernement chinois est monstrueux, monstrueux. Ça va se terminer. Mais ils ont de l'argent liquide aujourd'hui. Alors le ranching, pour finir, ça consiste à faire un bébé en élevage, à libérer en mer, attendre qu'il a grandi en mer et le capturer au retour. Ça c'est génial pour des saumons, c'est le sea ranching. Le saumon revient à l'endroit duquel il est parti. Donc voilà de faire ici, ça c'est en Oregon, aux États-Unis. On lâche les bébés des saumons, ils ont à peu près 15 mois d'âge, et on les laisse partir. Voilà. Et au retour, on les capture. Soit en pêche en mer, ici on est en baie de Bristol, au sud de l'Alaska. Vous les capturez en retour retour. Au mieux, vous allez attendre qu'ils viennent frapper à la porte de la pisciculture, et ça marche, regardez. Hein. Ils ont passé 3 ans en mer, et ils reviennent exactement à l'endroit duquel ils sont partis. Alors après, bien sûr, on les récupère pour la reproduction. Et on produit comme ça, bien sûr, des animaux d'élevage. Voilà un coraux ici. Mais il n'y a pas que les pêches et l'aquaculture en mer, on parle des ressources. Je finis simplement en vous disant qu'en dehors des pêches et l'agriculture, il y a bien d'autres choses. Il y a d'abord des médicaments. Aujourd'hui, on a 25 000 médicaments, c'est même plus que 22, qui viennent de l'océan. On a des anticancéreux, des antibiotiques, des antiviraux, des antichampignons, des immunostimulants, des immunosuppresseurs, des facteurs de croissance. Tout ça vient d'espèces marines, soit des végétaux, des algues, soit surtout des animaux en mer. On travaille plus sur les plantes terrestres et plus sur les animaux marins pour chercher des médicaments. Donc ça, c'est toute une industrie extrêmement importante. Hein. L'AZT,
Alors, la première molécule antivirale contre le virus du sida, il vient d'où? De sperme de poisson. Hein. C'est du sperme de l'avant qui est la forme. Donc voilà, je pourrais vous en parler demain, justement. On a fait un article dans le Parisien l'année dernière là-dessus. Il y a 20 000 molécules qui viennent du milieu marin. C'est des modèles pour la recherche. Hein. Metchnikov travaille sur les palmes, il découvre la phagocytose. Richet travaille sur le choc anaphylactique, il découvre ça à partir des méduses. Tout ça, c'est des prix Nobel. Hein. Von Warburg travaille sur les vagues de calcium qui empêchent un second spermatozoïde de rentrer dans l'ovocyte. Il travaille sur l'oursin. Hodgkin Huxley découvre la transmission d'un flux nerveux grâce au nerf de Kalmar. Camden sur Alzheimer découvre les bases de la mémoire grâce à une image Nobel. Tim Hunt, prix Nobel en 2001, il découvre la molécule clé du cancer, c'est pas n'importe quoi, hein, grâce à l'image Nobel. Donc ce sont des services rendus à l'humanité extraordinaires en fait. Hein. Mais ça n'a rien à voir, dessus on l'écrase bien sûr. Hein. Simon Murat, c'est les protéines de fluorescence verte, il y a 2 ans. Sostak, Balmer et Greiger ont le prix Nobel pour la découverte des travaux sur le vieillissement, en travaillant sur un truc qui vit dans les flaques d'eau qui s'appelle tétrahyménal. Donc ça veut dire que là, vous avez des modèles fabuleux qui sont des offres, des cadeaux, des biodiversités biologiques à l'humanité pour travailler. Je n'ai pas le temps de développer ça, je passe dessus, ce sera pour une autre fois. Donc pour terminer, les envahisseurs, la Méditerranée, celui-là est un envahisseur parce qu'il était déjà là avant, mais les chalutages répétés le favorisent, donc il explose. Une bête rare il y a 100 ans, extrêmement banale aujourd'hui, et cela est rentré le canal de Suez, ils viennent de la mer Rouge, et cela par Gibraltar. À Banous, le Barracuda, ça fait 30 ans, il y a 2 ans, la Norette Corifène, le grand Maï est à Banous. Le lago est là depuis 120 ans. Regarde l'océan depuis 120 ans, jamais vu ce truc-là. Hein. Depuis 2 ans, il y a des gros pêches, il y a des rats Corifène et Maï à Banous, ce soir. Cette bête qu'il faut ressentir, la tête. Celles-là viennent, quand on les a typées moléculairement, ils viennent du Golfe de Guinée, ils viennent du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Et puis les troquets géants qui transportent des saletés, hein. 12 milliards de tonnes de nourriture transportées par ces bateaux, qui amènent des algues, des bactéries, des dinoflagellés et des marées rouges qui viennent dans des pays où on n'avait jamais vu avant avec des inflorescences toxiques. Le pH qui change, je vous en ai parlé, je passe rapidement là-dessus aussi. Alors quelle gouvernance pour terminer? L'homme il est très bon pour faire des conférences, on est excellent pour faire des conférences, ça c'est clair. Hein. Rio, Johannesburg, à Johannesburg on dit on s'engage à arrêter l'érosion de la biodiversité pour 2010. Janvier 2010, on a tout raté. Alors c'est ça, l'humain il est toujours de l'espoir, hein. Ça caractérise beaucoup Homo sapiens. Hein. On a arrêté pour 2010, et bien, ça sera 2019, ça fait moche. Donc 2020, on arrête l'érosion de la biodiversité. Ce qu'on a raté entre 2002 et 2010, pourquoi on va réussir entre 2010 et 2020? Le débat est lancé. Hein. Et c'est pas Rio 2012 qui va me rassurer sur ce qu'on va réussir à faire dans les années qui viennent. Hein. Il y a eu la conférence de Paris, le président Chirac voulait lancer l'Organisation mondiale pour l'environnement, ça a fait un flop, ça n'a pas été repris à Rio non plus. Hein. Et puis l'UNESCO à Paris donc, découvre que ça va très très mal, et on fait Rio plus 20 et on n'avance pas. Alors qu'est-ce qu'il faut sauver? Ça, c'est les ONG. On se bat pour le panda, pour le tigre, pour l'ours. Nous, scientifiques, c'est pas notre combat. Notre combat, c'est le vrac. C'est ça qu'on veut sauver, en fait. Est-ce que dans votre jardin, est-ce que dans votre intestin, est-ce que autour de vous? Tout ça pour la prolifération de l'Homo sapiens qu'on a vu tout à l'heure, bien sûr, bien entendu. Ça, c'est des papiers qui nous montrent que ça n'a jamais été aussi mal qu'aujourd'hui. Je passe. Et je vais terminer donc sur les points de vue opérationnels. Cette biodiversité, elle a à la fois une priorité de recherche scientifique, comment organiser son érosion, économique, comment partager les ressources, c'est le débat d'Aldirama en ce moment, comment au niveau des peuples autochtones on va partager, c'est les APA en français, il y a des actions qu'on va partager avec d'autres. J'ai souvent moi avec les mots magiques, c'est harmonie et partage. La nature est harmonieuse. On est en désharmonie quand arrive un grand accident extérieur, un tsunami, un cyclone, un tremblement de terre, oui, mais rapidement on revient à l'harmonie. Elle peut être féroce, mais elle est harmonieuse. L'humain casse cette harmonie partout, et la deuxième chose c'est le partage. Quand on était à Contavel, il y a 700 000 ans, les premiers humains à Contavel qui vivaient dans les vallées des Corbières, qui ne faisaient que pêcher, que cueillir et chasser, ça ne pas pêcher à l'époque. Comment ils n'ont pas épuisé leur écosystème? Ils sont 20 et ils partagent pour survivre. On est 7 milliards et on ne partage pas. C'est pas possible. C'est un aspect, pourquoi on a été vraiment en 200 ans de faire disparaître la moitié des espèces vivantes? Une question qui est posée ce soir ensemble, hein, pour Homo sapiens. Et après, c'est social, parce que les premiers qui traînent, toujours, je parle des femmes, mais c'est aussi des pauvres à la périphérie des campagnes africaines. Hein. Vous regardez les impacts du changement climatique, les pertes de diversité biologique et la pauvreté, c'est complètement corrélé, bien sûr. Voilà. Et donc, je terminerai en vous disant qu'un grand musée d'histoire naturelle, ça peut aider effectivement à comprendre ces mécanismes. Voilà, ça se fait tous en tout. Là, je rends au ministre du Vanuatu l'an dernier des bestioles qu'on a trouvées 5 ans avant. Et je lui dis que c'est sa biodiversité à lui, en fait. Hein. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Nous, scientifiques européens ou américains ou japonais, on a aidé à prendre en évidence cette biodiversité biologique.
Qu'est-ce qu'ils vont en faire maintenant? Donc voilà, je vous laisse lire ça. Ma dernière image, c'est celle-ci. C'est la conférence de Paris de 2007. Hein. On avait dit lutter contre le dérèglement climatique, on ne prend pas le chemin. Sauvegarder la biodiversité, voilà un vrai discours, hein, marine et puis continentale. On a dit combattre la pollution et la santé publique, ça c'est clair, préserver la santé publique, faire de l'eau un enjeu partagé sans la rater. L'eau c'est vital. On va avoir des problèmes dramatiques avec l'eau. Il n'y a pas un manque d'eau sur la Terre, hein. C'est le manque d'eau potable en fait qu'on a. C'est enfin la question de la croissance écologique, qu'on arrête avec le PIB. Le PIB chinois à 10 points, 12 points, qui est calculé et monté sur une destruction systématique des habitats. On tue leur capital. Et sur une surexploitation, ça va dans le mur. On préfère faire 1 point de PIB que 12. Et qu'on arrête d'opposer en fait l'économie qui tourne et plein emploi à harmonie, à écologie et maintenant la biodiversité. Plus on détruit ça, et plus on va dans le mur, et moins on aura d'emploi. Et ça, c'est un vrai combat actuel. J'avais un impact sur les hommes politiques en 2010, l'année de la biodiversité, j'en ai moins aujourd'hui. Ils sont englués dans des questions économiques et financières en oubliant une chose, c'est que la crise actuelle a des bases écologiques. C'est la première crise de raréfaction des ressources. Vous savez, vous voyez, maintenant, l'or, c'est fini dans 10 ans, le nickel, le zinc, on va faire quoi après? On va aller fouiller les poubelles, voilà ce qu'on va faire. Très bien. Alors, vous voyez ce film qui est sorti la semaine dernière sur les décharges gérées par Veolia à Biot, là, à Villeneuve-Loubet. C'est effroyable ce qu'on fait dans les décharges en France. Hein. Voilà, et puis enfin, bien sûr, il faut trouver une gouvernance pour faire ça, parce que ce n'est pas des actions que locales qui résoudront les problèmes. Voilà, on termine. Donc, si j'étais vraiment pessimiste, je vous les enlèverais. J'ai encore un petit peu d'espoir, voilà. Je vous les rends et je vous remercie pour votre attention.